Les séances de qualification aux Pays-Bas se sont conclues avec Oscar Piastri en pole position, surpassant Lando Norris. Il y a une bataille interne chez McLaren, actuellement remportée par l'Australien. Norris a dominé tout le week-end, mais lorsque cela comptait, Piastri a pris la pole. Nous devons également parler des performances de Ferrari, qui a terminé à la 6e place avec Leclerc et à la 7e avec Hamilton. Nous devons aussi discuter des performances des autres, avec Max Verstappen en 3e position et Isaac Hadjar en 4e. Hadjar a également réalisé une séance de qualification remarquable. Voyons tous les détails, analysons où Ferrari a perdu et où ils perdent significativement par rapport à McLaren. Nous comparerons à la fois les temps et les images en onboard. Avant de commencer, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo liée à la Formule 1 et Ferrari. Cela dit, regardons immédiatement le classement et commentons-le ensemble. Tout d'abord, Oscar Piastri, un -8-662, qui a également établi le record du circuit, en le abaissant un excellent tour, 12 millisecondes devant Lando Norris. Norris, que nous avons vu un peu éteint, a abandonné la bataille interne chez McLaren et a dominé toutes les sessions en restant en tête, mais quand cela compte vraiment, il perd la pole. Ils ont sûrement analysé les données lors du Green Evening, en comparant Oscar Piastri et Lando Norris, nous savons que chez McLaren, tous ont accès aux données combinées, et ils ont également comparé la télémétrie. Piastri a réussi à faire ce pas supplémentaire, comme il l'a également mentionné dans ses déclarations après la qualification, en s'améliorant dans les domaines où il avait le plus de mal, dans les virages où il était un peu plus lent. Il a dû tout rassembler et il a obtenu la pole. En 3e place, il y a Verstappen, et en 4e, Hadjar, dont nous parlerons plus tard, mais d'abord, parlons de Leclerc et Hamilton. Comment s'est comporté Ferrari en qualification? Pour être honnête, je n'attendais pas beaucoup plus que cela. J'ai aussi mentionné hier, faites attention, que Ferrari rencontre des difficultés ce week-end, donc dans le meilleur des cas, nous pouvons espérer qu'ils se battent derrière Mercedes et Red Bull en tant que 4e force. Et c'est ce qui s'est passé, si ce n'est pas tout, une équipe Racing Bull a également été ajoutée, ce qui n'était pas prévu dans les plans de Ferrari. Donc, l'objectif de l'équipe rouge était définitivement la 2e ligne, en visant la 3e, la 4e, peut-être même la 5e, mais pas la 6e et la 7e. On peut dire que Ferrari a déçu, en réalité assez, les attentes, nous en attendions plus. Ils se sont améliorés par rapport à hier, c'est certain, car nous avons vu une amélioration de l'équipe rouge. Mais malgré tout, c'est une Ferrari qui rencontre des difficultés, nous avons également vu les déclarations après la qualification, et c'est ce que Leclerc a aussi dit. Leclerc, je vais vous montrer l'image, et il a dit à Brian Bozzi, P6, que c'était un tour très négatif de ma part, ce n'était pas un bon tour et vous méritez mieux. Donc, j'ai fait un tour très pauvre. Et voici les déclarations de Leclerc, voyons aussi pourquoi, avec les temps en main, Leclerc n'a pas réalisé un bon tour et n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Leclerc, comme nous le disons toujours, se situe parmi les meilleurs classés, si l'on peut dire, en Formule 1. Dans ce cas, il a vraiment lutté, il n'a pas fait un bon tour, il a beaucoup souffert de sous-virage, et c'est pourquoi il a été relégué à la 6e position. Mais nous devons aussi parler de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton a constamment été devant Leclerc tout au long du week-end, et quand il compte, il est derrière lui malgré que le tour de Leclerc ait été négatif. Contrairement à Hamilton, même dans ses déclarations après la qualification avec Riccardo Adami, il est plus positif, ce qui signifie qu'il fait confiance au travail de l'équipe, qu'il souhaite améliorer la monoplace pour aborder la seconde moitié de la saison de la meilleure façon. Certainement, les Ferrari se sont améliorés par rapport à hier car elles ont fait un pas supplémentaire en termes de réglage. Et je pense que nous pourrions voir Ferrari plus forte en rythme de course que ce que nous avons vu aujourd'hui en qualification. Cependant, il est clair que Hamilton n'a pas montré la performance que nous attendions de lui lors de la qualification de ce week-end. Nous attendions un Hamilton plus fort que Leclerc, et cela ne s'est pas confirmé. Maintenant, regardons aussi les chronos. Comparons les ensembles et je te montrerai où McLaren fait la différence. Voici donc les temps, je tiens à souligner les colonnes des secteurs car nous voyons que McLaren a réalisé les secteurs en fuchsia dans le premier et le 3e. Le 2e secteur, d'autre part, a été celui où Fuchsia Verstappen a fait la différence sur tous les autres en termes de conduite et de douceur. Cependant, Ferrari lutte vraiment dans le premier secteur, qui est celui où ils perdent beaucoup. Pourquoi cela? Si nous analysons les différences, Pia et Norris sont 23-3 dans le premier secteur, Leclerc est 23-6 et Hamilton est 23-7, perdant 3 et 4 dixièmes dans un seul secteur. Avec une différence totale de 6 dixièmes et 7 dixièmes à la fin du tour,
on peut voir que plus de la moitié de la différence accumulée durant l'intersecteur est perdue dans le premier secteur. En résumé, Ferrari a un écart significatif dans le premier secteur, puis il se rattrape dans le deuxième secteur, ce qui n'est pas si mal, et dans le troisième ils sont en ligne avec McLaren. Donc, fondamentalement, le premier secteur est celui où Ferrari paie le plus. Pourquoi Ferrari paierait autant dans le premier secteur? Voyons aussi la comparaison avec McLaren. Je vais d'abord vous montrer la caméra à bord de Piastri pour voir la différence, puis nous commenterons ensemble tout en regardant également les images de Ferrari. Ensuite, si nous analysons Piastri ensemble, nous voyons que le premier secteur est composé de pas beaucoup de virages. Il dure environ 23 secondes au total. Passons au suivant. Et ici, nous voyons le premier virage où Ferrari perd beaucoup, c'est un virage qui implique un freinage puis un virage à droite qui rappelle une sorte de fourche qui revient. Mais ce n'est pas tant la phase de freinage où Ferrari perd beaucoup, car pendant le freinage, il peut aussi entrer assez fort, avec un support latéral. Le problème se situe à ce moment précis. Faites attention. Ici, où Piastri fait un contre-braquage, vous voyez qu'il relâche le volant puis le tourne. C'est là que Ferrari souffre d'une sous-virage chronique. Il lui est difficile de faire tourner l'arrière de la voiture et donc il lui est aussi difficile d'avoir de l'adhérence à l'arrière, ce qui se traduit par une moindre vitesse. Il doit se détendre et maintenir une vitesse plus faible par rapport à la McLaren, ce qui l'empêche d'être précis. En fait, ici, la précision à l'entrée du virage est présente. Le problème réside toujours dans la gestion de l'équilibre entre l'essieu avant et l'essieu arrière lors de l'entrée et de la sortie des courbes. Et ici, où se produit le sous-virage, il ne peut pas ramener la voiture sur la bonne trajectoire à la vitesse appropriée. Il doit maintenir une vitesse plus faible. Et dans cette zone, il lutte contre la McLaren, où la différence se marque à ce point. Un autre point où la McLaren a définitivement l'avantage, c'est ici, dans cette courbe rapide à droite avant le virage 3. Ici, la McLaren est une seule entrée de virage, donc en théorie, Ferrari fonctionne mieux dans ces courbes où une seule action de direction suffit. Quel est le problème? Le problème est qu'ensuite, il y a une courbe en forme de fourche, une courbe parabole, qui est très exigeante, il faut y prendre beaucoup de vitesse. Alors, dans ce cas, le problème de Ferrari est principalement d'essayer d'entrer rapidement dans ce virage à grande vitesse pour ensuite avoir du support et de l'adhérence en naviguant dans le virage parabolique. Voyons aussi ici, si nous roulons avec Piastri, à quelle vitesse il arrive dans ce virage. Ce virage où Hamilton a ensuite effectué un 360, il l'a fait tourner, il a fait un 360, Hamilton a fait la séance d'essai libre ici. Ici, Piastri entre vraiment très agressivement, beaucoup plus fort que Ferrari, et il parvient tout de même à maintenir la trajectoire et à avoir de l'adhérence. Dans ce cas, également dans le virage parabolique, il est nécessaire d'avoir un angle de direction significatif. On te pousse plus latéralement contre l'asphalte, surtout avec l'inclinaison. Ainsi, il est plus facile de prendre ce virage, mais certainement dans cette section, la McLaren est plus compétitive, plus fluide. Elle parvient à avoir plus d'adhérence à la sortie, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse plus élevée dans le virage. C'est ici que la différence se fait sentir. Désolé si j'ai consacré autant de temps à la partie technique, mais je voulais comparer McLaren et Ferrari à ce point précis ici. Et d'ailleurs, je tiens aussi à souligner une autre chose, Ferrari a également utilisé une configuration différente de l'aileron arrière. En fait, c'est l'aileron arrière utilisé par Hamilton lors de la FP3, celui du haut, et en dessous, celui de Leclerc. Tu vois que Hamilton utilise une configuration d'aileron arrière plus chargée, tandis que Leclerc, ou presque la charge maximale, pourrait-on dire, utilise une configuration légèrement plus légère. Cela est dû au fait que Hamilton a besoin de plus d'adhérence à l'arrière, un peu plus de sensation à l'arrière, tandis que Leclerc peut aussi se passer de cette adhérence et avoir une partie arrière légèrement plus lâche, pour ainsi dire. Comme on le dit souvent, avoir un peu plus de survirage aide à faire tourner la voiture. Cela dit, lorsque vous avez une partie arrière plus vive, vous avez aussi une voiture plus nerveuse et instable, ce qui rend difficile d'être cohérent dans les temps au tour. C'est pourquoi Leclerc n'a pas pu réaliser un bon tour même en qualification, en plus d'être pénalisé par ce choix. Certainement, la configuration qui l'aide à être plus fort dans certaines conditions, mais il lui faut des conditions parfaites sur la piste et il ne peut pas faire d'erreur. Pendant ce temps, Hamilton a opté pour une option plus conservatrice qui lui permet d'avoir une performance légèrement inférieure lors d'un tour sec où il peut aller aussi vite que possible, mais qui est plus cohérente tant dans la gestion des pneus arrière que dans l'enregistrement de temps similaires. C'est en quelque sorte la différence dans le choix de l'aile arrière que nous avons également vu en Hongrie et en Belgique. Les deux pilotes de Ferrari ont également choisi des configurations différentes sur ces deux circuits. Maintenant,
jetons un coup d'œil brièvement à. Tout d'abord, je tiens à commenter, bien sûr, sur Verstappen et Hadjar également. Verstappen a réalisé un temps incroyable, terminant à la 3e place, parce que les gars, 3e avec Red Bull, qui lutte énormément en cette partie de la saison, et a fait le 2e secteur, Fuchsia, le meilleur de tous, je ne peux que dire, chapeau à Verstappen. Il a publié un temps magistral sur sa piste locale, donc il faut le reconnaître, et féliciter le pilote néerlandais qui a réalisé un temps incroyable lors de cette qualification. Mais, bien sûr, nous devons aussi féliciter l'un de mes protégés, c'est-à-dire un pilote que je soutiens dans plusieurs courses depuis le début de la saison, à savoir Isaac Hadjari. En fait, Yari a réussi à terminer à la 4e place avec un Racing Bull. Il est, à mon avis, un pilote qui est trop sous-estimé. Il doit être dans une équipe officielle dans les prochaines années, je pense que Red Bull, parce que maintenant Tsunoda, les gars, lutte à chaque course juste pour entrer en Q2. Je suis désolé, entre le 2e et le 3e trimestre, donc je pense que ce n'est pas bon pour Tsunoda. Un pilote est nécessaire, un 2e pilote chez Red Bull, plus cohérent, plus compétitif. Isaac Hadjari, un rookie cette année, je me rappelle qu'il est rookie, il a une saison incroyable. Regardons aussi les temps, il a terminé 4e, à une demi-seconde de McLaren avec Racing Bull. Son coéquipier est à 3 dixièmes, Tsunoda a pris une autre 10e. Maintenant, regardons ensemble le classement, il a fait un 9-6, et Yari un 9-2, donc 4 dixièmes. Tsunoda a aussi pris une piste où le temps de Paul est un -8-6 comme celui de Piastri, donc 3 à 4 dixièmes pour les deux autres coéquipiers, Lawson, son coéquipier, Tsunoda, son coéquipier, disons, dans l'univers de Red Bull, et Verstappen est là à une 10e et demie, 2 dixièmes, juste au-dessus de 2 dixièmes. Ils sont donc encore proches, et Yari est 4 devant une Mercedes, devant les deux Ferrari. Il a vraiment passé un moment incroyable, c'est définitivement le MVP de ses qualifications, et il prouve encore une fois qu'il est un rookie constant qui ne fait pas d'erreur. Donc, cela représente beaucoup pour Hadjar, et cela doit être reconnu, nous l'avons dit plusieurs fois auparavant. Parmi tous les rookies, Hadjar est celui qui convainc le plus, car même Kimi, malheureusement, a terminé aujourd'hui à la 10e place, en amélioration par rapport à hier, mais il lutte un peu dans cette seconde moitié de saison comparé à Russell, qui est plus constant, payant évidemment le prix de l'expérience de George. Nous verrons, Kimi, quand il aura plus d'expérience, il reviendra lutter en tête dans les positions principales. Je veux croire que Kimi redeviendra compétitif, on verra le Kimi de Miami, c'est sûr, il sera compétitif à nouveau, il suffit de lui donner du temps. Comme l'a également dit Toto Wolff, c'est un pilote de 18-19 ans, il vient d'avoir 19 ans. Il est normal qu'il ait plus de difficultés par rapport à un coéquipier qui a gagné en expérience chez Williams, puis est passé chez Mercedes et a été coéquipier de Lewis Hamilton, étant ainsi conseillé par un septuple champion du monde. Il faut du temps pour qu'un pilote aussi jeune fasse ses débuts dans une équipe officielle, c'est pourquoi je suis d'accord avec la décision de le laisser débuter chez Mercedes. Nous devons lui donner du temps, ne pas le presser, et lui permettre de mûrir et de grandir, en plus d'acquérir plus d'expérience en Formule 1, ce qui est crucial. Cela dit, après avoir mentionné les autres pilotes, je montrerai également des images du record sur la piste, en comparant l'ancien design avec le actuel, avec le record de 1,18.85 établi par Verstappen en 2021, réduit de 0,23 secondes à 1,18.662 par Oscar Piastri en 2025. C'est un gros coup dur pour Lando Norris parce que, si l'on regarde le classement maintenant, nous les verrons ensemble. C'est un classement qui pèsera beaucoup à la fin, aussi pour Piastri et Norris, car demain seront décidés les points importants. Sortir en pole position est un grand avantage pour Piastri, car il peut marquer beaucoup de points. En ce moment, la différence de points entre Piastri et Norris n'est que de 9 points, avec Piastri en tête, mais c'est la pole position la plus importante que Piastri ait obtenue jusqu'à présent, car c'était sur une piste favorable à Norris, où Norris a gagné l'année dernière. Cette année, Norris a dominé toutes les séances d'essais libres. Quand tu arrives en qualification, le moment le plus important est que ton coéquipier est devant toi, eh bien, cela a un poids psychologique. Norris minimise toujours ces situations, mais c'est quelque chose qui pèse. Et comme ils l'ont aussi dit dans les commentaires, je suis d'accord, je pense que tu devrais un peu cacher quand tu sais que tu as un bon potentiel sur une piste, tu ne peux pas tout montrer immédiatement. Vous avez quelques centimes dans certains coins où vous savez que vous pouvez aller plus vite, peut-être que vous essayez quelques fois, en gardant certains secrets de la piste pour vous-même, des points à exploiter à votre avantage. C'est essentiel, et Norris ne joue jamais la stratégie. Il ne le planifie jamais à l'avance, ni ne joue à la stratégie et à l'agressivité au début, où il lutte énormément contre ses coéquipiers et d'autres pilotes.
Et c'est un grand désavantage par rapport à Piastri, car Piastri n'est pas un spécialiste des départs, je pense qu'il est très bon, très constant et avec la tête froide. Ce n'est pas comme Max, qui est fort au départ et dans les dépassements. Piastri est plutôt un pilote qui ramène des résultats à la maison, ce qui est crucial pour lutter pour le championnat et le gagner. Mais si Norris était plus fort dans les dépassements et au départ, il pourrait faire la différence face à Piastri, surtout parce que Norris a du talent. Le problème est que, de mon point de vue, Norris n'est pas assez intelligent pour jouer cette Coupe du Monde et essayer de la gagner. En fait, il est clairement désavantagé par rapport à son coéquipier, d'un point de vue psychologique et d'astuce. Cependant, je veux aussi entendre ce que tu en penses parce que c'est un sujet très intéressant, et je pense que pour cette raison, même sur des pistes où Norris pourrait potentiellement être plus fort, il perdra des points face à Piastri, ce qui affecte également le championnat du monde. Cela dit, nous avons vu plusieurs images, je vais aussi te montrer quelques prises de Ferrari sur la piste de Zandvoort. Ici, nous avons Lewis Hamilton, ici nous voyons Hamilton sur la piste avec Gomard, et ici nous voyons Charles Leclerc avec un aileron arrière différent par rapport à son coéquipier. Je vais aussi te montrer le graphique publié par Ferrari, qui montre les positions 6e et 7e dans ces tours de qualification, une piste qui a toujours été difficile pour Ferrari. Parce qu'auparavant, c'était très difficile, surtout en qualification. Ensuite, nous nous souvenons de l'année dernière lors de la course, où Leclerc a réussi un podium sensationnel. Il sera intéressant de voir demain ce qu'ils peuvent faire avec la stratégie, s'ils peuvent adopter une stratégie à un arrêt ou s'il en faudra deux. S'il pleut aussi, cela posera un problème. S'il pleut avant la course, la piste pourrait être glissante, ce qui influence également le choix des pneus, car ils pourraient s'user plus rapidement. Il y a beaucoup de variables. Certainement, c'est un circuit où il est difficile de dépasser, il y a peu de points de dépassement, seulement le virage 1, j'ose le dire. Donc, la position sur la piste était cruciale, et Ferrari a joué la moitié de ses cartes à cet égard. Aujourd'hui, avec cette 6e et 7e place, en regardant la qualification pour demain, nous avons également vu le rythme de course lors des essais libres 2 et 3, où Ferrari a amélioré son rythme de course. En maintenant un bon rythme, l'objectif de la voiture rouge est d'essayer d'atteindre le top 5, c'est-à-dire gagner quelques positions, peut-être dépasser Russell, ainsi que Jarre, à mon avis, Verstappen, Norris et Piastri sont imbattables. Pour Ferrari dans la course, Verstappen parce qu'il semble avoir un meilleur rythme, McLaren vole sur cette piste, donc le podium ne semble pas accessible, ou du moins Ferrari ne semble pas pouvoir y parvenir cette fois-ci, mais fais-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Comment as-tu trouvé ces séances de